Deux maladies génétiques rares, la drépanocytose dont nous avons parlé tout à l'heure et la mucoviscidose, un traitement curatif synonyme de guérison, était jusqu'à ces dernières années inespéré. L'espoir de mettre au point un tel traitement constituait le moteur des chercheurs, mais les malades, de peur d'être déçus, ne pouvaient manier cet espoir qu'avec prudence. Depuis peu, des traitements, la greffe de moelle osseuse dans la drépanocytose et la prise par voie orale de comprimés de Kaftrio dans la mucoviscidose apportent des améliorations somatiques inédites et majeures qui accroissent l'espérance de vie des patients et améliorent leur qualité de vie, délivrés de symptômes très invalidants dont nous avons parlé et d'une médicalisation lourde. Comment ces patients vivent-ils l'advenue de cet inespéré ? Le lexique empli d'espoir de la guérison décrit-il vraiment leur vécu ? Cette question trouve quelques réponses dans la recherche que je mène avec des collègues à l'Université Paris-Cité, qui est consacrée aux vécus psychiques et sociaux des patients qui bénéficient de ces traitements. Une recherche en philosophie et en psychologie appuyée sur 85 entretiens avec des patients et des professionnels de santé. En m'appuyant dessus, je souhaiterais vous montrer que ce revivre constitue le passage d'un inespéré à l'autre, non pas une guérison, mais un processus corporel, psychique, existentiel et social qui peut être éprouvant, au cours duquel la personne apprend à vivre, non pas sans, mais autrement avec la maladie. Une métamorphose, enfin, lors de laquelle la personne a à advenir autrement la même et a pour cela besoin d'être soutenue. Après la greffe de cellules souches hématopoïétiques dans la drépanocytose et avec le traitement par Kaftrio dans la mucoviscidose, un inespéré succède à l'autre. Sans traitement curatif, je l'ai dit, c'est la guérison qui constitue l'inespéré, l'espoir interdit. Pourtant, vivre avec une maladie rare ne signifiait pas vivre sans espoir. L'espoir était déjà mobilisé dans la tâche pratique que devient la vie, selon l'expression de l'anthropologue Anne-Marie Moll, pour lutter au quotidien contre la maladie, par exemple dans les précautions à prendre afin d'éviter les crises douloureuses dans la drépanocytose et dans les soins respiratoires dans la mucoviscidose. L'espoir est sollicité avec la maladie pour déployer efforts et stratégies pour endurer l'angoisse de mort et vivre la vie la plus normale possible. C'est ce que l'on pourrait appeler le travail de l'espoir, qui consiste à ne pas trop espérer sans pour autant désespérer. Après ou avec un traitement, apparaissent la possibilité d'espérer dans le lendemain et par conséquent le besoin d'apprendre à espérer. Comme l'écrit Canguilhem, apprendre à guérir, c'est apprendre à connaître la contradiction entre l'espoir d'un jour et l'échec à la fin, sans dire non à l'espoir d'un jour. L'inespéré, donc après ou avec le traitement, c'est un tout nouvel espoir qui émerge et se conquiert contre la maladie, contre ce qu'elle interdisait d'espérer, au-delà de la mesure qu'elle imposait. Ainsi, les personnes espèrent-elles simplement ne plus vivre dans la crainte d'une crise ou ne plus être contraintes à autant de soins, faire ce qui leur était jusqu'ici impossible, étudier ou travailler sans être contraint de s'absenter, voyager, savourer l'improviste au lieu de tout planifier, vivre comme les autres. Revivre apparaît pour elles comme un changement de paradigme, une autre vision du monde où une place peut être faite à ce qui autrefois passait au second plan. L'attention peut se déplacer de la survie au vivre bien, de la guérison de la maladie, de la gestion de la maladie à la vie psychique et sociale dans ses dimensions heureuses. Mais l'espoir reste à définir. L'inespéré désigne alors l'inconnu d'une vie qui recommence, souvent ressenti, selon les termes des personnes, comme un saut dans le vide à accomplir. Dans la mucoviscidose, par exemple, le Kaftrio ouvre un passage du court au long terme, une nouvelle échelle de temps qui peut être vertigineuse. Des préoccupations inédites émergent, la vie professionnelle, le vieillissement, la retraite.
En outre, espérer n'a rien d'évident lorsque la société, et parfois même l'entourage, presse de faire face aux exigences de la vie normale, comme si ces personnes dites guéries étaient tout à coup bien portantes. Elles se voient contraintes d'appréhender autrement leur vulnérabilité, de réaliser qu'elles seront à l'avenir susceptibles d'avoir de nouveau affaire à la maladie, en particulier les séquelles de leur maladie initiale, et comme tout un chacun a d'autres contraintes et épreuves de l'existence. Pour ne prendre qu'un exemple, la perte du statut de personne ou de travailleur handicapé, ni l'épreuve passée de la maladie, dans la drépanocytose par exemple, et ôte le soutien social et vital indispensable à ce nouveau départ. La recherche Revive confirme s'il était besoin l'analyse de Canguilhem selon laquelle le terme familier de guérison nous induit en erreur. C'est d'abord au plan médical qu'il s'avère inexact. Les deux maladies sont génétiques et elles restent transmissibles à la descendance. Et contrairement à la représentation commune, il n'existe pas dans le vivant de retour en arrière, pas de retour à l'innocence biologique. En outre, dans la drépanocytose, des séquelles de la maladie, comme l'ostéonécrose, des douleurs dites fantômes, ou encore une addiction aux antalgiques et des séquelles du traitement de greffe, des problèmes d'infertilité demeurent. Dans la mucoviscidose, le maintien de l'amélioration dépend de la prise quotidienne du Kaftrio. Enfin, dans les deux maladies, l'identité personnelle s'est construite autour et avec la maladie, souvent depuis la petite enfance, y compris lorsque les personnes se considéraient comme normales ou vivant la vie la plus normale possible, à l'instar des autres malades chroniques qui refusent de voir leur identité réduite à leur statut de patient ou de malade. On retrouve aussi l'idée de Canguilhem selon laquelle la guérison est le lieu par excellence de la distinction entre le savoir objectif du médecin et l'expérience subjective du patient. La guérison s'éprouve. Elle dépend, comme il disait, de l'évaluation du bénéficiaire de l'action médicale. Dans la drépanocytose, les médecins appréhendent bien cet écart en parlant seulement de guérison hématologique et non pas de guérison au sens global. Pour nombre des patients, la vie après ou avec le traitement s'accompagne de mal-être, d'anxiété, parfois de dépression. Et c'est d'ailleurs ce constat effectué par les professionnels et les patients qui a motivé la recherche dont je vous parle. Ce ne sont pas seulement les séquelles de la maladie et les soins médicaux qu'elles exigent, ni dans la mucoviscidose des effets pharmacologiques du Kaftrio qui expliquent ce mal-être. C'est bien un bouleversement global, un bouleversement existentiel que les personnes ont à s'approprier progressivement. Le revivre appelle donc un processus qui est de nature et de durée variable selon les personnes. Sa temporalité, et c'est un point important, ne coïncide pas avec la temporalité du traitement médical, ni avec l'organisation des soins. Dans la mucoviscidose, les améliorations somatiques produites par le Kaftrio apparaissent en quelques jours, parfois en quelques heures. Dans la drépanocytose, la greffe requiert une hospitalisation de plusieurs semaines suivie d'un suivi médical étroit pendant une année. Si l'on voulait résumer, on pourrait dire que les personnes se sentent dans une situation d'entre-deux, une liminalité. Ni malades, elles n'ont plus les symptômes de leur pathologie initiale, ni bien portantes, ex-malades et pourtant toujours transmetteurs de la maladie. Dans la drépanocytose, certains patients mettent l'accent sur la levée des douleurs, ils se sentent guéris et ils se disent ex-drépanocytaires. D'autres vont dire que la maladie fait toujours partie d'eux-mêmes. D'autres, enfin, inventifs, ont créé le terme de greffano, en référence aux séquelles du traitement et à la deuxième maladie dont ils se sentent atteints depuis la greffe. Les personnes atteintes de mucoviscidose, elles, savent qu'elles ne sont pas guéries parce qu'elles sont dépendantes du Kaftrio, mais elles se sentent guéries car elles sont fortes de nouvelles capacités respiratoires et physiques, notamment elles font de la montagne.
Le traitement redéfinit le vécu de la maladie. Ces personnes sont donc malades autrement. S'il s'agit de vivre de nouveau, il s'agit aussi de vivre du nouveau, mais avec la maladie. Alors comment caractériser ce qui se joue? Est-ce une rupture biographique, pour reprendre un concept sociologique qui initialement décrit l'entrée dans la maladie grave? Cette notion de rupture biographique n'est pas évidente, car elle ne rend pas suffisamment compte de la continuité qui est en jeu pour ces personnes. Il nous semble que tout l'enjeu pour elles, c'est de devenir autrement le même ou la même, d'être guéri sans pour autant cesser d'être soi-même. C'est pourquoi revivre requiert un travail psychique de guérison. Cela avait été montré avant nous et dans d'autres pathologies comme le sida ou l'hémophilie. Le revivre touche l'identité et implique la perte d'au moins une partie de soi en lien avec la maladie. Plusieurs patients nous ont dit avoir un sentiment de trahir leur identité de malade ou d'être un apostat. Elles nous ont dit aussi qu'elles avaient du mal à s'autoriser à guérir. Ce travail psychique porte sur l'articulation entre passé et avenir. Le passé peut brider le rapport à l'avenir. Le revivre peut s'accompagner de la conscience que ce qui a été abîmé par la maladie, dans le corps, dans les relations avec les autres, dans la vie en général, ne pourra jamais être entièrement réparé. Ce revivre, c'est aussi une remise en question des choix et des habitudes qui avaient été mises en place pour vivre avec la maladie et qui tout à coup échappent, n'étayent plus. Et puis, c'est la prise de conscience que le traitement ne résout pas tous les problèmes de l'existence. Comme l'écrit Frédéric Worms, revivre apparaît comme l'unité de la perte et de la conquête, du passé et de l'avenir, du regret et de l'espérance. L'expérience du revivre montre alors une double polarisation temporelle, réminiscence, voire répétition traumatique du passé, et reprise, réappropriation du passé qui permet la création d'un avenir. Pour moi, l'enjeu pour ces personnes, c'est de faire de cette rupture, introduite par le traitement, justement une reprise biographique. Le processus de revivre requiert de revisiter le passé pour ne pas être hanté par lui, de revenir sur les traces de l'expérience passée, de la maladie, pour l'intégrer et la transformer. La reprise biographique, cette tâche nouvelle qui s'impose aux patients, correspond finalement à l'enjeu de devenir soi-même. Il s'agit de repriser au sens de recoudre, de suturer l'avant et l'après-traitement, les identités de malades et d'ex-malades, de cicatriser des blessures et des ruptures, notamment dues à la maladie. Mais il s'agit aussi de reprendre à nouveau frais, de réinventer son et ses identités, de reprendre le cours de sa vie en propre, moins soumise à la maladie, plus pleine, de relancer une individuation et d'inventer les normes de sa vie, pour reprendre encore Canguilhem. Cependant, et je voudrais finir par là, nourrir l'espoir ne peut pas se faire dans la solitude. L'écart entre le savoir objectif du médecin et le vécu subjectif du patient dans la guérison indique combien l'expérience du revivre est intersubjective, dépendante des relations de soins, qu'elles soient ou non médicales. Le revivre dans ces deux maladies ne peut être pensé et mis en œuvre qu'à la condition qu'il y ait un accompagnement individualisé et global de ces personnes, qui commence par leur offrir le temps nécessaire à son déploiement, ce temps si cher en médecine, qui leur offre aussi la liberté de dire leurs difficultés psychologiques et relationnelles, sociales, je souhaiterais y insister, et professionnelles. Il s'agit de prendre en considération ces problématiques sans les minimiser au regard du miracle que la médecine a permis. Cet accompagnement requiert la mise en réseau et la coordination de beaucoup d'acteurs, des soignants formés, des kinés, des diététiciens, des psychologues, mais aussi d'autres acteurs comme leurs pairs, les associations de patients, les assistantes sociales.
Finalement, ces personnes nous ont dit combien la rareté et la radicalité de leur épreuve faisaient qu'elles se sentaient seules. Je terminerai pour vous dire que, à mon sens, ce n'est qu'au contact d'autres qui parfois ont traversé des épreuves similaires que chacune de ces personnes sera l'unité d'ensemble, souple et fragile de toutes ces vies, toujours en train de se refaire. Je vous remercie.